6 regards croisés autour de ces transitions. Comment les aborder, comment bien les négocier, comment flécher aussi. Et puis évidemment, c'est le Graal, comment les réussir. On va en parler avec nos 6 invités, avec de multiples décryptages et des regards et des mises en perspective. C'est ce que je vous propose maintenant. Je vous expliquerai dans 2 petites secondes le mode opératoire. On va d'abord les accueillir tous les 6 et vous allez les applaudir alors qu'ils nous rejoignent sur scène. Jean-Louis Berger, Éric Chevet, Pierre Courbebesse, Jean-Patrick qui est avec nous, Jean-Patrick Gilles, Jean-Noël Tron et Michel Yael. Merci de les applaudir. Ici, Éric, installez-vous là. Ici, tous les 4, voilà. Jean-Noël ici. Voilà, merci à vous 6 d'être avec nous. Merci Jean-Louis Berger, vous êtes chef de projet transition 2050 à l'ADEME, un temps d'avance qui aide à se projeter, coordinateur prospective, tous les travaux de rédaction, de valorisation des transitions 2050, c'est vous avec vos équipes qui les avez entrepris. Je salue Jean-Noël Tron. Merci Jean-Noël d'être avec nous, directeur général du CNED. L'expérience des grandes transformations. Dès 1997, on constatait que la France était à la traîne des pays pour les équipements informatiques. Vous avez accompagné le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin. Ces sujets numériques de souveraineté, vous les connaissez. 5 ans chez Orange, c'est là que nous nous sommes connus d'ailleurs. Et puis 10 ans à la SACEM. Le contexte de digitalisation des organismes de formation qu'on évoquait tout à l'heure, on en parlera avec vous. Michel Yael, directeur des politiques sociales, des retraites et de la solidarité à la Caisse des dépôts. Si vous le souhaitez, Michel, vous allez être notre grand témoin. Votre connaissance fine de l'écosystème économique et social, conseiller de François Hollande, va nous aider. Le plébiscite du CPF, on en parlait avec la ministre tout à l'heure, près de 40 millions de comptes et, m'avez-vous dit, 80% de satisfaction ? C'est presque, voilà, et ça ne cesse de croître. Et vous connaissez évidemment bien les transitions, directeur des politiques sociales et des retraites. Éric Chevet, merci d'être avec nous, vice-président de la CPME en charge des affaires sociales, parfaite connaissance des PME et comment s'en faire l'écho, l'analyse des défis de ces transitions pour les petites et les moyennes entreprises, on va en parler avec vous, et puis surtout quel soutien possible des acteurs de la formation. Pierre Courbebesse, président des acteurs de la compétence, merci d'être là. La fédération professionnelle qui regroupe 1300 prestataires de formation privée, le plus grand nombre de salariés. Comment les acteurs de la formation se sont positionnés par rapport à ces transitions et comment aider les publics à entrer dans les transitions. Jean-Patrick Gilles, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président emploi, formation et insertion pour la région Centre au Val-de-Loire. Et puis vous œuvrez évidemment à Région de France, spécialiste, expert de ces sujets de formation avec une vraie implication sur le terrain, cette connaissance du terrain, on en parlera. La région Centre au Val-de-Loire qui est aussi un laboratoire d'expérimentation, vous nous direz justement comment vous procédez. On se souvient des missions locales qui vous sont chères, évidemment, et cette vision locale, régionale et globale dont on parlera avec Région de France. Ce que je vous propose, nous avons nos 4 invités experts de ce côté-ci, et ici, de ce côté-là, nous avons nos 2 acteurs des transitions en termes d'explicitation, en termes de décryptage. On va faire un focus sur les 2 transitions majeures qui nous occupent en tant que citoyens, puis en tant qu'acteurs des compétences et de la formation. La transition environnementale, que vous allez porter, si vous le voulez bien, Jean-Louis Berger, et la transition numérique et la souveraineté, que vous, Jean-Noël Tron, vous allez également porter. Et puis ensuite, on fera réagir nos invités. Je vais me tourner vers vous, d'abord, Jean-Louis Berger, pour le volet écologique, mais vous qui lisez les Échos comme moi, il y a un article dans les Échos qui est paru lundi, et qui ne vous a sûrement pas échappé, L'humain, l'angle mort de la transition écologique. Et il était écrit dans les mots de Marion Dariotor et Benoît Derigny, l'évolution des compétences devient l'urgence du moment afin de réussir la transition. On est pile poil dans les sujets de cette université et je suis ravi de vous accueillir. Jean-Louis, je le disais, parfaite connaissance de ces sujets. Comment s'adapter, l'impact sur tous les champs de l'activité humaine. Alors, vrai défi pour les compétences. Je voudrais qu'on parle de l'ADEME qui promeut, qui a bien évolué et qui est dans cette démarche constructive et prospective. Oui, bonjour, merci de l'invitation.
Donc effectivement, depuis une vingtaine d'années, on conduit un certain nombre de prospectives liées évidemment à notre domaine de compétences. Donc nos domaines de compétences, pour faire très simple, c'est l'énergie, et notamment la promotion des énergies renouvelables, ce qui est autour des bâtiments, des mobilités, des sites pollués, des déchets, et puis tout ce qui va être transversal, notamment l'aspect climatique. L'eau, c'est les agences de l'eau ou l'Office français de la biodiversité, et la biodiversité, c'est l'OFB. Voilà, et donc on mène ces exercices prospectifs et on en a entamé un en 2019 qui est bien plus large que celui que l'on a fait précédemment. L'objectif, c'était en fait de regarder ce que signifiait très concrètement, alors pas en matière de formation, mais on y reviendra, mais très concrètement pour la société, pour les individus que nous sommes, pour les entreprises ou pour les collectivités, d'aller vers la neutralité carbone en 2050. Pour faire simple, la neutralité carbone, c'est d'absorber par des puits naturels ou des puits technologiques autant de CO2 qu'on émet de gaz à effet de serre. Voilà. Et ça, c'était vraiment l'exercice, enfin l'objectif principal. Le deuxième objectif, qui était aussi de mettre sur la table des éléments les plus factuels possibles, parce que c'est notre rôle d'agence de l'État, dans le cadre de l'élection présidentielle de 2022, comme d'autres d'ailleurs l'ont fait. On peut citer Negawatt ou le Shift Project, voilà, ou RTE dans le cadre de l'évolution de la stratégie nationale bas carbone. Voilà. Et donc on a imaginé 4 chemins. Alors on s'est basé sur les grands archétypes du GIEC, donc ce groupe intergouvernemental sur le climat qui avait publié en 2018 4 scénarios pour la planète où on utilise finalement plus ou moins les puits technologiques. Et donc on a fait ces scénarios-là, on va vous les présenter au travers d'une vidéo de 4 minutes. Et puis après, je parle un petit peu plus de formation. Absolument. On regarde ces 4 scénarios en 4 minutes, et puis on se retrouve juste après, tout de suite. Nous en sommes tous parfaitement conscients. Des transformations importantes doivent être menées dès maintenant pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Mais qu'est-ce que la neutralité carbone ? C'est tout simplement capter autant de CO2 que nous en émettons, grâce aux forêts et au sol. Complétées si nécessaire par des technologies plus ou moins matures aujourd'hui. Pour dessiner les chemins possibles pour y arriver, l'ADEME a réalisé une étude prospective inédite. Transition 2050, choisir maintenant, agir pour le climat. Elle prend la forme de 4 grands scénarios, chacun empruntant des voies distinctes et correspondant à des choix de société différents. Le premier scénario, génération frugale, pose les bases d'une refonte importante de notre société. La transition est conduite par la contrainte, par la sobriété et par la technologie. La capacité d'adaptation et l'implication de tous sera un vrai défi, pour mobiliser autour de la nature sanctuarisée et autour d'une économie du lien plus que du bien. La neutralité carbone est atteinte grâce aux puits naturels, forêts et sols. Le deuxième scénario, coopération territoriale, pose le cadre d'une société qui se transforme grâce à une gouvernance partagée. Le système économique vers une voie durable, sobre et efficace. Des investissements massifs dans les solutions d'efficacité et d'énergie renouvelable sont effectués, ainsi que dans des politiques de réindustrialisation des secteurs ciblés. La neutralité carbone est atteinte presque uniquement grâce aux puits naturels. Le troisième scénario, technologie verte, mise sur le développement technologique pour répondre aux défis environnementaux. Les manières d'habiter, de se déplacer ou de travailler ressemblent à celles d'aujourd'hui. L'État planifie la mise en place de politiques fortes pour favoriser la décarbonation de l'économie dans un contexte de concurrence internationale et d'échanges mondialisés. La neutralité carbone n'est atteinte que grâce au captage de CO2 à la sortie des cheminées. Enfin, le quatrième scénario, pari réparateur, permet de conserver nos modes de vie actuels en pariant sur des solutions techniques. La société place sa confiance dans sa capacité à gérer, voire à réparer les systèmes sociaux et écologiques, avec plus de ressources matérielles et financières. Un pari basé sur le numérique et des technologies encore peu matures. La neutralité carbone n'est atteinte qu'avec des technologies de captage du CO2 dans l'air, à l'état de pilote à ce jour. Ces différents scénarios soulèvent ainsi 5 grandes problématiques autour desquelles il faudra statuer. La sobriété, jusqu'où ? Qu'est-ce qu'un régime alimentaire durable ? S'appuie-t-on exclusivement sur des puits naturels de carbone pour atteindre la neutralité ?
Quelle économie du bâtiment demain? Quel modèle industriel sera mis en place? En bref, cette étude nous prouve que la neutralité carbone est possible, mais repose sur des paris forts, qu'il est impératif d'agir dès maintenant, qu'elle nécessite une planification orchestrée et des transformations entre l'État, les territoires, les acteurs économiques et les citoyens. Que la réduction de la demande en énergie, et donc de biens et de services, est le facteur clé pour l'atteindre. Que l'industrie va devoir se transformer, que le vivant est un des atouts principaux de cette transition, que l'adaptation des forêts et de l'agriculture devient prioritaire pour lutter contre le changement climatique, que la pression sur les ressources naturelles varie d'un scénario à l'autre et devra être statuée, et que les énergies renouvelables sont indispensables. Tout y est détaillé pour que vous, décideurs et citoyens, puissiez faire le bon choix pour les 30 années à venir. Prendre conscience du défi à relever est une chose, agir maintenant est une priorité. Et nous sommes là pour vous accompagner. Voilà, l'ADEME qui nous aide à décrypter, à nous projeter. Faites le bon choix. J'ai envie de vous dire, Jean-Louis Berger, quel choix vous proposez aux acteurs des compétences et de la formation? Alors, d'abord, vous avez vu, il y a un site transition2050.adem.fr, vous retrouverez bien sûr la vidéo, mais tous les documents, qui est très bien fait en plus. Ils sont nombreux. Voilà, entre le gros document de base qui fait 687 pages, qui est très technique, mais vous avez une synthèse de 40 pages et surtout un résumé exécutif de 12 pages qui est lisible absolument par tout le monde dans cette salle, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà, des infographies et autres. Et puis, on a fait ce qu'on appelle des feuilletons. C'est-à-dire, on a fait un travail spécifique sur un certain nombre de sujets, alors des sujets techniques comme les sols, comme le mix électrique, les métaux, par exemple, l'adaptation au changement climatique, ou plus sociologique, puisqu'on a interrogé 31 personnes sur la désirabilité, mais aussi lié à l'emploi, à la formation, à l'évolution des métiers, puisqu'on a travaillé avec des fédérations professionnelles sur 4 filières spécifiques. La filière de la construction neuve, parce qu'il peut y avoir des évolutions extrêmement fortes dans chacun des scénarios. La filière protéines, donc des producteurs aux transporteurs. La filière logistique du dernier kilomètre. Et puis tout ce qui est gaz et carburant liquide, qui est évidemment très impacté, puisque l'idée, c'est de sortir le plus possible des fossiles. Donc vous allez retrouver là, il y a 2 scénarios qui ont été choisis. Et donc vous retrouvez les enjeux en termes de métier et en termes de formation. Sans rentrer dans le détail de ces secteurs-là, en fait, ce qu'on voit dans chacun des scénarios, c'est que la transformation va se faire quels que soient les scénarios. Donc vous l'avez vu, le premier, c'est un scénario où on a très vite, de façon immédiate, des éléments de réglementation, d'obligation, d'interdiction très fortes dès le début. À l'inverse, le scénario 4, c'était évoqué la précédente table ronde, on est dans la technologie va nous sauver. Voilà. Et entre les deux, on a un scénario 2 où on a une très forte sobriété, c'est-à-dire une diminution volontaire de la consommation de biens et de services, j'insiste sur le terme de volontaire, et le scénario 3 qui est en gros ce qu'on fait aujourd'hui, mais en atteignant la neutralité carbone. Et alors Jean-Louis, si je vous suis bien, quel que soit l'un des 4 chemins, les transitions vont être radicales. Les transitions vont être radicales. Dans les 2 premiers, on l'a évoqué dans la vidéo, l'agriculture, dans les scénarios 1 et 2, on a une agriculture, on a beaucoup moins d'intrants chimiques, on a beaucoup moins d'élevage de bovins viande, puisqu'il y a une diminution de la consommation moyenne de viande divisée par 3, divisée par 2 dans le scénario 1 et le scénario 2. Donc une transformation complète de l'ensemble de la chaîne alimentaire. Dans le bâtiment, puisque dans le scénario 1, on passe de 350 000 logements à peu près construits aujourd'hui à 100 000 la première décennie, 50 000 la deuxième et 2 000 la troisième. Donc vous voyez une transformation. Mais même dans le scénario 3, où on démolit, on construit beaucoup, ce sont des constructions dont une partie est faite en entreprise, en usine, avec du montage sur les chantiers, etc. Donc tout va être de toute façon évolué. Et si on est obligé à un moment donné de prendre des mesures, qu'elles soient radicales ou pas, typiquement sur le tourisme international et donc le tourisme des gens qui viennent en avion. Ben ici, on est à Cannes, on a Nice pas loin. C'est quoi finalement l'avenir touristique de Cannes ou de Nice? Ou les grands musées parisiens, pour s'y rendre. Hein. Voilà. Ou alors les grands musées, qui soient parisiens comme le Louvre ou le Mucem à Marseille. Voilà. C'est quoi leur business model? De la même façon, l'industrie va devoir changer, a commencé à changer, et ne serait-ce qu'aujourd'hui,
avec les obligations qu'ils ont, c'est de diminuer de 80% leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, on fait des travaux spécifiques avec les filières les plus énergivores. Et sur le ciment, par exemple, si on appliquait les meilleures technologies disponibles aujourd'hui à tous les cimentiers, plus quelques autres éléments, on n'arriverait qu'à 56. C'est-à-dire qu'il reste encore 24% du chemin à faire. Et ça, je dirais, quel que soit le chemin qu'on emprunte. Donc, c'est des transformations profondes. Évidemment, pendant les raffineries qui fabriquent de l'essence, il y en a 7 en France, une à la Martinique et 6 en métropole. Eh bien, dans tous les scénarios où quasiment on utilise très peu d'essence, eh bien, que deviennent ces raffineries? Est-ce qu'elles ferment purement et simplement, ou est-ce qu'elles deviennent des bioraffineries, c'est-à-dire qu'elles fabriquent des carburants à partir de biomasse, donc de paille, etc. C'est aussi une transformation non seulement du process industriel, mais évidemment des métiers, parce que même si on fabrique de l'essence, c'est pas la même chose. Ouais. Et je fais référence, pardon de vous couper, à nos amis de l'ANFA, où le moteur électrique remplaçant le moteur thermique, là encore des compétences nouvelles. Oui. On va y revenir avec vous, Jean-Louis, et vous nous direz comment, avec tous les acteurs des compétences que vous êtes, comment on peut aborder ces transitions. Je voudrais qu'on se penche avec vous, Jean-Noël Tron, sur ces transitions numériques et ces transitions digitales, plaidoyer pour la souveraineté européenne. C'est votre livre aux éditions du Seuil. Je vais citer un passage de ce que vous avez dit, un livre de l'Européen convaincu et même passionné que je suis, qui est aussi le citoyen inquiet d'un continent presque seul, désormais, à porter fermement les valeurs de démocratie, de raison et de tolérance, quand, dans la plupart des autres parties du monde, la dérive autoritaire et populiste semble s'accélérer. Tout ça est lié évidemment avec le digital et le numérique. On peut faire une analogie, je parlais tout à l'heure de votre expérience au gouvernement avec Lionel Jospin, avec ce qui s'est passé dans les années 90 sur l'informatique et les enjeux mondiaux du numérique qu'on vit aujourd'hui. Vrai défi pour les compétences. Hein. Merci d'abord de cette invitation. Dans une position de grand témoin, il ne s'agit pas non plus de faire l'ancien combattant, mais effectivement, pour avoir passé les 15 premières années de ma carrière dans le numérique, dans les télécoms, dans l'informatique, et puis les 13 dernières années dans les industries culturelles, je suis assez frappé de voir comment, dans notre pays et plus largement dans notre continent, on a souvent eu des moments de rattrapage, voire même d'accélération, mais qui ont débouché aussi, dans certains cas, sur des échecs. Et je pense que la question du positionnement de l'Europe dans la technologie et dans les technologies d'information en est un assez bon exemple. Alors, ce que vous m'avez invité à faire, c'est de voir au fond, à travers mon expérience entre 1997 et 2002, lorsqu'effectivement on a créé une politique publique pour combler le retard français dans le numérique, on peut faire des analogies avec ce qui se passe aujourd'hui pour notamment la transition écologique et la biodiversité. Et je voudrais juste, pour faire ma transition, dire que moi je suis un grand fan de l'ADEME. D'ailleurs, dans le projet que le CNED prépare d'un BABA du climat, donc d'une plateforme formative pour toute la population, ça donne vraiment envie. L'ADEME est partenaire. Alors, en 97, je le rappelle pour un petit clin d'œil pour les plus anciens d'entre nous, la France, c'est le plus bas taux d'équipement des foyers, mais aussi des entreprises ou des collectivités locales en ordinateur de toute l'OCDE. En 97, la France, c'est un pays qui connaît une énorme pénurie de compétences dans les métiers du numérique. Et pendant 5 ans, d'ailleurs, on vivra une espèce de surenchère européenne avec des visas pour faire venir des informaticiens indiens ou canadiens. La France, en 97, c'est un pays qui est par ailleurs à l'avant-garde technologique. C'est le pays qui a inventé la carte à puce, c'est des réseaux de téléphonie qui ont été numérisés au début des années 80. Et puis c'est le Minitel qui est devenu, en 97, un piège qui est en train de se refermer sur nous. Et la France, en 97, a pris à peu près 2 ans de retard face à l'émergence d'Internet. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, d'abord, on est arrivé un peu par effraction, parce qu'il y avait une dissolution pas prévue. Et en tout cas, l'issue de cette dissolution n'était pas prévue par son auteur. Et donc, le nouveau gouvernement de la majorité plurielle se dote d'un conseiller, moi, qui crée un poste, conseiller technique pour la société de l'information. Alors, société de l'information voulant dire conséquence de l'informatisation générale de la société, dans toutes ses dimensions, aussi bien économiques et culturelles, que sociales, que politiques. Et donc, on a fait au fond les choses en 3 temps. D'abord, organiser le gouvernement. J'avais un correspondant dans chaque cabinet ministériel, dans chaque administration de l'État, avec des comités interministériels tous les ans,
un programme d'action gouvernementale pour la société de l'information et un plan d'action, mais tout ça avec une impulsion politique extrêmement forte donnée par Lionel Jospin lui-même, le Premier ministre, le 25 août 1997, dans un discours un peu tournant, l'entrée de la France dans la société de l'information, qui, sur le moment, provoque un véritable électrochoc. Avec, je pense, une clé de succès supplémentaire qui est que nous avons eu un vrai consensus politique. Au lendemain du discours de Jospin, les plus beaux commentaires dans la presse viennent de parlementaires de droite. Voilà. Mon ami, le regretté sénateur à la file, qui est l'inventeur de Sophia Antipolis, André Santini, voilà, beaucoup de parlementaires. Et pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on était une toute petite minorité à dire il faut absolument bouger. Et c'était pas facile, parce que le Minitel, c'était aussi une vache à lait. Si on revient aujourd'hui, vous me dites souvent, Jean-Noël, qu'on est dans une rupture civilisationnelle et que ce que nous vivons aujourd'hui, en miroir à ce que vous avez vécu dans les années 90, est considérable. Oui et non, parce qu'en réalité, comme on le voit dans le numérique et comme on l'a vu pendant les 2 ans du Covid, beaucoup de choses ne sont absolument pas réglées. La fracture numérique en France, même en France, qui a pourtant parmi les meilleurs réseaux du monde maintenant en termes de haut débit, elle reste massive. Même si le Covid a accéléré les choses. Hein. Oui, ben justement, je vais y revenir. Je pense qu'il y a, comme je l'ai dit, quelques analogies et quelques différences. Donc en termes de méthode, ce qui est en train de se faire d'ailleurs avec la création du secrétariat général à la planification écologique, c'est au fond la même méthode. Et je prends l'exemple de 2 mesures que nous avons prises. Un, il faut que l'État donne l'exemple. Bon, nous avons, à l'époque, j'ai créé ce qu'on appelle aujourd'hui la DINUM, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ANSSI, en se disant l'administration électronique, c'est un moyen pour l'État de prêcher par l'exemple. Mais, et je vais prendre un exemple qui revient tout à fait au scénario que Jean-Louis rappelait, à l'époque, il y avait 8 millions de foyers français qui utilisaient la télématique, il y avait des dizaines de milliers d'emplois en France pour la télématique, et il y avait 200 000 internautes en France. Et il y avait 0 modèle économique pour l'Internet. Voilà, 0. Pas 1, 0. Et il a fallu qu'on dise à toute une partie des secteurs français concernés, y compris au sein de l'État, on ferme. Voilà. Ça a été extrêmement violent. Il a fallu une décision politique forte. Et puis, dernier exemple, je m'honore d'être le père de PIX, qui à l'époque s'appelait le brevet informatique et Internet. Pourquoi j'ai convaincu le Premier ministre, contre l'avis d'ailleurs de Claude Allègre à l'époque, qu'on crée le B2I ? Parce qu'il fallait que je convainque des gens qui avaient 3 fois mon âge et 20 fois mon expérience professionnelle, mais qui n'avaient reçu aucune formation en numérique, aucune formation informatique. On sortait à l'époque d'une école de commerce en ayant fait de l'informatique en chambre, avec des programmateurs Meurice qui venaient à Sciences Po expliquer les principes de programmation à des gens qui n'avaient pas d'ordinateur. Bon. Donc c'est pour ça qu'on a voulu le B2I. Et ma vision du B2I à l'époque, c'était d'abord pour l'emploi, pour la professionnalisation, pour les reconversions, en plus de toute la population scolaire. Après, je vais terminer là-dessus, c'est quoi les vraies différences par rapport à la situation actuelle ? J'en verrai une, sans nous embarquer là aussi dans des visions civilisationnelles, qui est radicale. C'est que le monde de cette époque, c'est un monde optimiste. C'est le monde de la fin de la guerre froide, c'est le monde de la croyance dans le progrès scientifique, c'est le monde d'un espoir au fond qu'on va avoir un progrès général de l'humanité et que de génération en génération. Voilà. Oui, puis pas seulement que l'éducation et l'information vont tirer tout le monde vers le haut. Ce n'est plus le cas aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous en avez entendu parler juste avant moi par une intervenante, nous vivons dans un monde qui est celui de l'effondrement généralisé. Nous vivons dans un monde qui est celui des fausses informations, de la prise d'assaut du Capitole, de l'effondrement des institutions au Brésil. Et je vais vous prendre juste un chiffre qui m'a énormément frappé. En 2017, on fait une étude en France sur le complotisme. Et il y a quand même 9% des Français qui croient, je cite, « possible que la Terre soit plate et non pas ronde, comme on nous le dit depuis l'école ». Alors, premier abord, ça peut nous faire rire. Enfin, on est quand même le pays des Lumières, on est le pays de Jules Verne, on est le pays des navigateurs qui ont fait le tour du monde. Et tout ça pour ça. Donc, dans ce monde dans lequel et le progrès scientifique, et le progrès économique, et le progrès social, mais tout simplement la démocratie, ne sont plus du tout des garanties, qu'est-ce qu'on fait ? Au cours des 3 dernières années, nous avons tous vécu 3 traumatismes. Le premier, on en a parlé, c'est le Covid. Je pense que le plus grand danger pour nous, c'est de se dire, c'est une parenthèse, on va l'oublier. Alors, je vais y revenir en un instant. Deuxième traumatisme, évidemment, on est en train de se rendre compte qu'il y a un risque sur l'avenir pur et simple de l'humanité. Moi, je recommande la lecture du livre de Toby Orb de 2020 que je vous recommande, qui s'appelle The Precipice. Ça se dit pareil en anglais et en français, qui recense tous les scénarios de destruction de l'humanité. Et puis, évidemment, on a un troisième choc, qui est que maintenant, la guerre nucléaire sur le continent européen n'apparaît plus être du domaine de la science-fiction. On fait comment pour encourager les jeunes générations à continuer à croire en l'avenir ? Moi, je vous recommande là aussi une étude de la Fondation Notre Avenir à tous, avec Ipsos cet automne, sur les adolescents face au monde du mal-être à la détresse.
il y a aujourd'hui un vrai défi de croyance dans le futur. Donc, je vais terminer par là. Notre rôle à nous, acteurs absolument central, c'est d'abord de ne pas s'enfermer dans une illusion qui serait le Covid a été une parenthèse, on revient tous dans le présentiel. Pourquoi ? Parce que pour nous, le Covid, et là aussi je vous recommande une dernière lecture, qui est le dernier livre de Jacques Attali, qui s'appelle « Histoire et avenir de l'éducation », avec des S à histoire et à avenir. Jacques Attali résume très bien ce qui s'est passé avec le Covid, ce qui est pour nous, donc je le disais, une espèce de redoutable en même temps, pour être dans l'actualité politique. En même temps, 90% des enfants qui ont interrompu leurs études, le sommet de l'ONU de l'automne qui explique que dans certains pays, on a perdu une génération entière de progrès. Et la France a été sauvée grâce à sa volonté d'école ouverte et grâce à des acteurs comme le CNED qui, du jour au lendemain, ont pu mettre la totalité de leur contenu pédagogique sur des plateformes que des millions de parents, d'élèves et d'enseignants ont pu utiliser. Mais en même temps, il y a 1 milliard d'enfants qui ont découvert l'enseignement à distance. Des milliards d'humains à la surface de la planète ont découvert qu'on pouvait se former à distance, qu'on pouvait travailler à distance et que finalement le télétravail, c'était pas plus mal. Donc, ce que je nous invite tous à faire, c'est à avancer les yeux ouverts en se disant il faut qu'on se réinvente nous-mêmes, il faut qu'on hybride nos modèles. Pour un acteur comme le CNED, typiquement, nous sommes aussi dans le besoin de développer de la proximité avec l'apprenant. On va y revenir. Et dernier point, je cite l'introduction du livre de Toby Orb. Il n'a pas été traduit, donc je vais me contenter de vous lire cette phrase en anglais. « If all goes well, human history is just beginning ». Si tout va bien, l'histoire de l'humanité ne fait que commencer. On va y revenir. Merci en tout cas. Je dis juste, tout est dans le si. Oui. Le si, c'est nous, c'est l'éducation et la formation. C'est en mettant le paquet plus que jamais en investissement qu'on va permettre d'éviter qu'il n'y ait pas d'acceptabilité sur les changements que Jean-Louis vient de nous présenter et qui demandent beaucoup d'efforts. Voilà, merci à tous les deux d'avoir planté le décor sur ces transitions, sur ces chocs, sur ces ruptures en termes écologiques, environnementaux et puis, vous le disiez Jean-Noël, sur le côté digital, le côté numérique. On parlera avec vous de la souveraineté, Dieu que c'est important. Réaction, Michel Yael, grand témoin de cette table ronde par rapport à ces sujets, ce qui vient d'être évoqué. Bon, on ne peut être que d'accord. Près du micro, s'il vous plaît. Oui, j'allais dire, on ne peut être que d'accord. Je voudrais commencer par excuser notre manque de paritarisme, ou de parité, parce que le paritarisme, c'est le social. Ceux qui me connaissent savent que ça n'est pas rhétorique. Voilà, je ferme la parenthèse. Content aussi de retrouver beaucoup de complices et d'amis à cette table ronde, notamment l'ami Jean-Noël, dont je tiens, parce qu'on a quand même fréquenté un peu les mêmes problèmes au même moment, à vous assurer que tout ce qu'il a dit est vrai et que tout ce qu'il a tenté, il l'a vraiment tenté. Avec un bonheur inégal, mais avec une trace dans ce secteur qui reste probablement à ce jour assez unique. Donc je le dis devant lui, dû sa modestie naturelle en pâtir. Vous pouvez l'applaudir d'ailleurs. Bon voilà, maintenant que j'ai fait applaudir tout le monde, que dire de plus ? Moi, je pense que la transition, les transitions ne sont pas une idée très neuve et qu'en tout temps, le monde a été confronté à des transitions. Simplement, ce qui est un peu différent aujourd'hui, c'est qu'on a une intensité des transitions, une sorte, comme dans la tragédie grecque, la tragédie classique d'unité de lieu, d'action, et on pourrait dire de problèmes et d'acteurs, et que c'est ça qui nous crée des difficultés et qui nous donne une certaine forme de vertige face à l'immensité des défis qui nous sont proposés ou qui nous sont opposés. On y reviendra tout à l'heure, mais moi j'ai tendance à dire que la formation, qui est l'outil d'acquisition et de développement des compétences, il faut lui demander beaucoup, il ne faut peut-être pas trop lui demander non plus. Voilà, il n'y a pas le monde qui évolue et la formation qui pallie ses effets plus ou moins délétères et les décisions pas toujours très concertées ni très convaincantes qui sont prises par les acteurs économiques et les acteurs institutionnels. Elle peut beaucoup, mais encore une fois, elle ne peut pas tout. Vous savez, c'est un peu comme quand on raisonne sur l'école. Et j'ai trois idées qui me viennent, enfin trois exemples qui me viennent en tête. Le premier, c'est probablement le fait qu'il faut acquérir des compétences sur le champ de la transition écologique, énergétique, environnementale.
On l'a vu avec la présentation de l'ADEME, tout le monde n'est pas spécialiste de ces questions très complexes et je pense qu'on serait bien inspiré de les enseigner et de les approcher dès la phase de l'enseignement utile, qui est puissante, mais qui, si elle intervient trop en aval, ne peut à peu près rien faire face aux enjeux de compréhension et de diffusion des savoirs, des connaissances, bref, des réflexes presque citoyens qui sont attachés à ces grandes problématiques. Donc sensibilisation dès les plus jeunes. Ah bah absolument, oui. Deuxième exemple, je reprends ce que disait notre collègue et ami de Michelin, il y a quand même des secteurs, notamment industriels, qui vont être plus impactés que les autres. Et là, on voit que pour le coup, la formation, toute la problématique des compétences et tous les dispositifs, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qui peuvent être mobilisés, auront leur utilité parce que l'impact, j'avais eu l'occasion d'y travailler lorsque je dirigeais France Stratégie il y a quelques années, va être terrible. Alors terrible ne voulant pas dire terrifiant, mais voulant dire puissant, radical et sans retour possible. Et avec ceux qui sont déjà en poste et les nouveaux arrivants, Michel. Oui, absolument. Mais pour ceux qui sont en poste, c'est ma troisième remarque, on parle beaucoup, vous savez qu'on est en train de réformer les retraites, semble-t-il, on parle beaucoup de l'emploi des seniors. Tout le monde sait bien qu'il n'y aura pas d'emploi des seniors stable, durable et à peu près harmonieux s'il n'y a pas cet effort, indépendamment même, ou ça dépend de l'angle que l'on prend, on ne peut pas tout mélanger, mais des problèmes de la transition écologique. S'il n'y a pas un effort de formation, de réinvestissement sur la formation, non pas auprès des seniors, mais des futurs seniors. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est aujourd'hui de former ou reformer des gens qui ne se forment pas et qui sont pour beaucoup dans la tranche d'âge, j'allais dire 40-50 ans. Et on est sûr que si aujourd'hui ils ne se forment pas, ce n'est pas dans 15 ans qu'ils seront aptes à lever de nouveaux défis qui leur seront proposés ou parfois même imposés. Ouais, on le voit, à maintenir l'employabilité. On va y revenir absolument. Avec vous, Michel Yael. Éric Chevet, le besoin des entreprises, vous qui êtes sur le terrain, on est en plein dans les sujets d'actualité, négociation sur la transition environnementale, dialogue social. C'est une affaire collective, on en parle depuis le début de cette université, une affaire citoyenne. Oui, effectivement. Alors pour revenir sur les transitions, le vrai problème auquel sont confrontées aujourd'hui les entreprises, c'est que ces transitions, quand elles s'exercent de façon progressive, l'adaptation est plus facile, elle se fait dans le temps, alors que là, en fait, on s'est aperçu dernièrement que ce soit sur le plan environnemental ou sur le plan numérique, alors par des biais, eh bien en fait, c'est presque des ruptures auxquelles on fait face. On l'a vécu très clairement avec, par exemple, la crise Covid et la rupture numérique qu'on a connue à ce moment-là, quand on s'est tous retrouvés, du moins un tiers d'entre nous, à la maison, derrière un écran. Et donc, il a fallu très vite s'adapter. Là, les partenaires sociaux ont été particulièrement agiles aussi, puisqu'ils se sont emparés du sujet et ils ont proposé un accord national interprofessionnel sur la question du télétravail, sur la façon de l'intégrer, et en 5 mois, nous avons proposé une méthode pour travailler ensemble. Vous les avez pilotés en plus. Bien sûr, oui. Voilà, on commence à la négocier. Et corrélé à la santé au travail. On est quasiment encore confinés, et pour régler ce problème-là, on est obligé de faire ça. Deuxième rupture sur le plan environnemental, d'un seul coup, le prix du kilowattheure passe d'une centaine d'euros à 800 euros, 500, 800 euros, puis après, heureusement, redescend un peu. Donc ça veut dire que là encore, on a une rupture extrêmement rapide auquel sont confrontées les entreprises et elles ont besoin de s'adapter à cette rupture. Et puis il y en a une qui est plus lancinante, qui est plus en profondeur, qui est celle de la transition démographique, qu'il ne faut pas oublier, qui est une transition évidemment aussi majeure à laquelle est confrontée les entreprises. Fort heureusement, peut-être que ça explique aussi un peu le succès de l'apprentissage d'un côté, parce que la demande maintenant sur le marché du travail est très très forte, et donc du coup, on a besoin de ça. Peut-être que ça nous donne des espoirs sur l'emploi des seniors demain de ce point de vue-là, mais on voit bien que cette transition aussi démographique s'impose aussi aux entreprises. Alors les entreprises, dans ce contexte-là, bien sûr, elles doivent s'adapter. Celles qui ne s'adaptent pas, vous savez, meurent. Qu'est-ce qu'elles vous disent, les PME? Elles disent que ça va vite.
Voilà, elles disent On a que des ça dates va vite. butoirs en Et plus. que, comment? Je dis, on a des dates butoirs en plus. Hein. Oui, on a des dates butoirs. Alors évidemment, l'énergie, c'est très clair. Hein. Là, c'est pas une faute de gestion, c'est pas, voilà, c'est d'un seul coup, ça tombe, une multiplication par 3, 4, 5 d'un intrant dans les facteurs de production. Ça peut être évidemment, voilà, mortel pour des entreprises. Et donc, c'est pas facile de s'adapter dans ces conditions-là. Ce qui est de toute façon transversal de toutes les négociations qu'on peut mener sur ces sujets, c'est qu'à chaque fois, il y a un chapitre formation professionnelle, évidemment. Parce qu'on sent bien que pour accompagner ces transitions, on aura besoin effectivement du collectif, et que pour que le collectif s'exerce correctement, il faut que tout le monde soit au niveau, ou soit porté au niveau pour associer la transition. C'est ça en fait qui aujourd'hui, voilà, relie ce sujet des transitions avec notre université d'hiver. Merci beaucoup. On va partir dans les territoires encore avec vous. Jean-Patrick Gilles, merci d'être là, vice-président emploi, formation professionnelle, insertion pour la région Centre-Val de Loire. Votre président était là tout à l'heure. C'est des sujets que vous abordez. Les missions locales, je les évoquais tout à l'heure. Décryptage par rapport à ce que nous ont présenté Jean-Louis, Jean-Noël. J'ai envie de dire, c'est un peu la Grande Dépression quand même. Mais je reprendrai la fin. Il faut qu'on en ressorte rasséréné quand même. Hein. Moi, je suis un anxieux donc, et plutôt pessimiste. Le sujet, c'est d'être un pessimiste actif maintenant, de voir. Et là, notre sujet, c'est la formation. Nous, ce qu'on a fait, puisqu'on est en train de rédiger le fameux CPRDFOP, là, on doit faire une sorte de contrat, notre stratégie. La première priorité qu'on a mis, c'est la transition écologique et numérique. Et la deuxième, je vais y venir, c'est la territorialisation. Et je pense que c'est lié. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de formation? Peut-être faut serrer les niveaux. Moi, je reprends ce qui a été mis dans le super présentation de l'ADEME. Alors, en ce qui concerne la question écologique, finalement, moi, je préfère parler de bifurcation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un tournant à opérer, et c'est la question de la sobriété. Et là, il y a un travail de réflexion à mener et de conviction, d'explication, parce que, comme on dit, on ouvre les yeux et on va vers le précipice. Évidemment, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font n'importe quoi à partir de ce moment-là. C'est ça le danger. C'est de dire, ben non, il y a sûrement une solution, hein, et à partir de ce moment-là, faire le pari qu'il y a une autre régulation qui est possible, parce que sinon c'est totalement déprimant. Et il ne faut pas mettre les gens dans une situation totalement déprimante, parce que là, bah, c'est les complotistes, ou c'est bon, bah, allez, c'est la fête, puisque de toute façon il reste plus longtemps, bah, allez, on brûle tout. En plus, on a cette capacité en France à un peu voir le verre à moitié vide, hein, en général. Ouais, mais donc il faut, là il y a un travail, je ne sais pas s'il dépend de nous directement, mais un travail de conviction. Il y a de la formation qui arrive aussi. Elle disait, hein, oui, sur les questions aussi des cycles courts, des choses comme ça. Donc penser notre économie différemment. Et puis, on l'a vu. Ça, c'est donc la réponse en termes de sobriété qui est dans les scénarios. Après, il y a une réponse en termes de technologie. Donc là, qui dit technologie, dit transition, dit formation professionnelle. C'est-à-dire que là, il y a des choses nouvelles. On l'a vu dans le numérique, mais ça peut être la transformation. Je sais pas, nous, on a le problème de l'industrie automobile. Comment, voilà, il y a développé la filière hydrogène. Il y a eu toute la question du numérique. Nous, on a fait des choses depuis longtemps assez remarquables. On avait un visa numérique, c'est-à-dire que tout le monde, gratuitement, pouvait aller se former. Mais on en a fait plusieurs centaines de milliers de gens. Bon, là, maintenant, c'est un peu les retraités qui se forment pour aller sur Mythique, donc on va arrêter un peu là. Enfin, c'est utile aussi. Enfin, ça s'appelle pour eux vivement demain. C'est la transition démographique dont on parlait avec Eric. Mais bon, on a fait. Mais je dis ça. Mais on peut faire des choses, bouger des choses comme Citron l'a dit sur. Donc là, c'est le gros paquet qu'on doit faire. Et en même temps, je me suis aperçu que dans notre programme de formation, ce qui était purement de la qualification, dirons métier vert, on n'en a que 800. C'est pas assez. Il faudrait monter. On va le faire, une filière sur la réparation, sur des choses comme ça. Et puis, il y a une troisième dimension, et moi j'étais content qu'elle soit aussi dans le topo de l'ADEME, c'est aussi de fonctionner entre nous différemment. Parce que c'est encore mon histoire. Si on renvoie chacun individuellement à cette horreur qu'on nous prépare, ben voilà, ça va mal se passer. On le sent bien que ça va mal se passer. Tomber dans le précipice. Donc il y a un travail qui est là plutôt,
j'oserais dire peut-être un vieux mot qui est de l'ordre de l'éducation aussi, comment on apprend, et peut-être depuis le plus jeune âge, d'aborder les problèmes différemment. Michel Yael y faisait référence. Ouais. En tout cas, et puis il y a l'autre dimension qu'on comprend aisément, qui est celle de la territorialisation, parce que ça veut dire un mode de gouvernance différent. Ça veut dire aussi relocaliser toute une série de choses. Je ne vous ai pas parlé, évidemment, il y a toute la dimension sur l'agriculture, tout ce qu'est l'agriculture, avec un modèle qui est en train de s'écrouler, et puis derrière, on essaie d'en reconstruire un autre, mais c'est une course de vitesse quand même, parce qu'on n'est pas dans les mêmes dimensions. Les générations anciennes qui sont en train de passer la main, qui ont du mal à comprendre ce qu'il faut faire, et les nouvelles générations qui arrivent. Donc là, il y a un gros effort à la fois économique, mais essentiellement aussi de formation, d'accompagnement. Et puis, évidemment, toutes les technologies autour énergétique, autour de la rénovation thermique. Bon, ça paraît beaucoup plus simple. Mais ça me paraît important de serrer les niveaux d'intervention et surtout de passer un message, et les exemples qui ont été dits avant sur la fin du siècle dernier, dire qu'on peut faire quelque chose, sinon on tombe dans le collapsus général, et il faut aussi lutter contre ça, moi je pense, par rapport aux jeunes générations qui sinon peuvent baisser les bras, alors qu'il y a de l'espoir aussi dans ces jeunes générations qui se sont mobilisées, qui est la cause mobilisatrice de solutions pour eux, mais il faut qu'on leur dise qu'il y a un chemin qui peut se dessiner. Merci d'aborder avec nous ce chemin positif. Pierre Courbebès, merci d'être avec nous. Ces transitions numériques, écologiques, environnementales, elles sont bien identifiées. Alors j'ai envie de dire comment s'organisent les acteurs de la compétence par rapport à ces sujets-là. Déjà peut-être décryptage sur les deux volets qu'on vient d'évoquer. Bonjour à tous, chers confrères et chères consoeurs. Moi, je vais partir de l'analyse de notre philosophe de tout à l'heure et revenir aux propos de mes collègues ici. Humanisme, l'humain, ça fait partie de la formation. Praxis, c'est la pratique. Là, dans la pratique, impérativement, il y a la question du besoin des entreprises et du besoin des individus. Comment nous on fait l'équation entre les deux, comment on fait le pont par rapport à toutes les transitions qui sont annoncées. Et ensuite, certainement, comme mon voisin, il y a le logos. Si on n'est pas optimiste et s'il n'y a pas un élan et un souffle, il n'y aura pas de succès. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous, au niveau de la praxis? On a essayé, d'abord, les organismes de formation sont des extraordinaires observateurs des évolutions, à deux niveaux, à la fois dans les demandes des entreprises et à la fois de la part des apprenants et des publics qui reçoivent. C'est-à-dire que l'offre de formation est un observatoire des transitions important, et on a essayé de capitaliser, de commencer à capitaliser en ayant un observatoire des compétences. Oui, une sorte de moyeu, d'un côté ceux qui sont formés, et de côté et alors, les qu'est-ce qu'on entreprises. constate? D'une part, donc, il y a la question de la transition numérique. Bon, il y a différents niveaux de strates dans la transition numérique. Il y a ce que vous avez parlé tout à l'heure, la fracture numérique, voire l'électronisme, qui est une réalité. Et il y a les évolutions de très haut niveau en ce qui concerne, je dirais, le numérique avec les data scientists et je ne vais pas tous les citer. Quel est le problème par rapport à ça? C'est que très rapidement, les formations peuvent être obsolètes. Elles sont, vu l'état de la découverte et l'avance, ça peut être obsolète. C'est notre problème à nous, formateurs, accompagnateurs, par rapport à l'évolution. En ce qui concerne la transition écologique, climatique et autres. Bon, d'abord, il y a une chose qui est claire, il faut le dire, il y a un verdissement des formations, de toutes les formations à faire. C'est-à-dire que dans tous les référentiels doit être introduit les modifications qui ont été citées tout à l'heure. C'est pas forcément si simple que ça, d'accord? Et si c'est uniquement un domaine accessoire, ça ne sera pas suffisant. D'accord? Ensuite, il y a un choc que vous avez cité
par rapport à des secteurs comme le bâtiment, les transports et autres, qui sont importants, où finalement, il n'y a pas forcément des nouveaux métiers, mais il y a plutôt un décloisonnement des métiers. Je prends le cas du photovoltaïque. Le photovoltaïque, à la fois, il faut être couvreur et électricien. Vous voyez ? C'est-à-dire que nous, on a à faire des ponts entre des disciplines qui, jusqu'à présent, étaient traitées de manière tout à fait traditionnelle. Ouais, c'est vrai. Après, il y a tout le secteur de l'environnement qui touche à l'économie circulaire elle-même, où là, les facteurs de politique publique sont importants. Le déterminant pour nous, ça sera les politiques publiques. Hein. Est-ce qu'on trouvera d'ailleurs les individus pour se former par rapport à tout ça? J'en suis pas sûr, parce qu'on a un enjeu que vous avez cité, qui est l'enjeu de la démographie. Hein. On a une diminution de la population active, hein, un vieillissement de la population active. C'est pour ça qu'il faut lutter contre les fractures numériques elles-mêmes. Donc le spectre est assez large. Nous, on a une approche donc vraiment pratique, pragmatique. Vous allez nous expliquer comment vous faites justement vous allez nous expliquer justement comment vous faites pour aborder ces sujets-là. On va y revenir dans quelques secondes avec vous, Pierre Courbebès. Je reviens vers vous, Jean-Louis Berger. Toutes les personnes qui sont réunies à distance ou ici au Palais des Festivals à Cannes attendent de vous des petites clés. Comment on aborde ces sujets, comment on prend ces chemins-là et comment les acteurs et les actrices de la compétence abordent ces sujets-là. Ils ont déjà commencé évidemment, mais c'est des enjeux sociétaux qui sont clairs. Alors je vous rassure, il y a encore 2 jours de colloque, donc je ne suis pas le seul à détenir les clés. Et je ne suis pas du tout un spécialiste de la formation. Je vais dire 2 choses. L'un directement lié à la formation, c'est qu'il faut aussi bien dans les formations initiales que dans les formations continues, on fasse bien comprendre aux gens que la capacité principale qu'ils doivent avoir, c'est de s'adapter. C'est-à-dire qu'on forme un maçon, voilà, que ce soit en formation initiale ou continue, on le forme à des technologies, à des façons de faire d'aujourd'hui, peut-être un tout petit peu demain parce qu'on voit arriver des choses, mais lui dire attention, dans 10 ans, dans 15 ans, il y a des choses qui vont changer, je ne sais pas lesquelles, je ne peux pas te dire lesquelles, mais ça va changer et donc il faut que tu sois prêt à ça. Voilà. Donc ça veut dire changement de mindset, d'état d'esprit. Non, mais c'est un état d'esprit, c'est de l'adaptation. Voilà, bien faire comprendre aux gens que, et nous tous ici, on doit comprendre qu'il va falloir s'adapter à un monde qu'on ne connaît pas vraiment. Voilà. Ça, c'est vraiment le premier message, quelles que soient les formations. Après, évidemment, à voir comment on le fait, mais c'est extrêmement important. Je dirais même dans des formations, par exemple, de managers, de responsables d'équipe. Ça a été dit tout à l'heure, hein, on est dans des entreprises neuronales. Oui. Voilà, et il faut donner du sens. De la même façon. Et la deuxième chose, on a beaucoup parlé de choses très pessimistes, d'évolution du climat, de l'environnement, problèmes d'eau, de biodiversité, les problèmes sociétaux. Ça a été évoqué, par exemple, sur l'inégalité homme-femme de cette table ronde, où on voit la dernière étude qui est sortie justement sur la façon dont en particulier les hommes perçoivent les femmes, etc. On peut se dire mais c'est terrible, du coup je vais acheter mon 4x4 et puis je vais y aller à fond. Eh bien en fait, l'avenir, c'est nous. C'est nous qui le faisons. L'avenir, il n'est pas tracé, il n'est pas destiné, c'est nous qui le faisons. Et on peut le faire à titre individuel, on peut le faire dans son entreprise, dans sa collectivité, on peut le faire dans son association, qu'on soit dans un club de foot ou un club de bridge. C'est nous qui avons dans nos mains la possibilité d'orienter d'une façon ou d'une autre cet avenir-là. Et donc je prêche un optimisme de combat, comme disait Michel Serres. C'est extrêmement important de ne pas baisser les bras et au contraire de les relever et de se dire je fais partie de la solution et je vais y participer. Agilité, je vous garde encore, Jean-Louis Berger. Agilité, Pierre disait aussi obsolescence rapide des compétences et des savoirs. Alors, j'allais dire, c'est bien joli de dire aux gens, il va falloir vous adapter, mais dans la vraie vie... Après, effectivement, dans la vraie vie, je pense qu'il y a une chose qui est importante dans ces transitions, et notamment en ce qui nous concerne, plutôt la transition environnementale, j'inclus l'eau, la biodiversité ou la qualité de l'air, c'est d'essayer de l'anticiper le plus possible, de la préparer et de l'accompagner. Je crois que ça, c'est extrêmement important. C'est un accompagnement qui peut être fait au sein de l'entreprise, Michelin en a parlé,
mais aussi, ça peut être aussi un accompagnement, j'allais dire, des pouvoirs publics. Je parlais par exemple d'investissement dans les raffineries pour passer de raffinage de pétrole à un raffinage de biomasse. Eh bien, il y a des décisions des pouvoirs publics à se dire est-ce que j'aide ou est-ce que j'aide pas. Et on voit par exemple dans le cadre de France 2030, il y a 5 milliards qui sont prévus sur 5 ans pour la décarbonation de l'industrie. Voilà, l'État a fait le choix effectivement d'accompagner un certain nombre d'entreprises, pas que l'industrie, il y a d'autres accompagnements autour de l'environnement pour les entreprises. Mais voilà, et donc c'est important d'accompagner parce que sinon, effectivement, on est pris, j'allais dire, par la patrouille et tout d'un coup on se dit, je peux rien faire, je ferme et je vire tout le monde. Ou je vire ceux qui peuvent pas s'adapter et on a parlé des seniors, voilà, j'en fais partie, donc j'ai pas de mal à parler de ça, même si j'ai beaucoup évolué récemment. Mais et on prend des jeunes, voilà, mais c'est pas la solution. C'est absolument pas la solution. Il faut accompagner tout le monde. Accompagner, anticiper, faire de la pédagogie, on en parlait avec vous aussi. Je reviens, Jean-Noël Tron, sur ces formidables transitions et évolutions en termes numériques, en termes digital. On parle de souveraineté et vous aimez à dire qu'il y a un enjeu de souveraineté globale, en fait. Oui. Vous avez très gentiment cité l'introduction d'un livre qui a été traduit en anglais en fait l'été dernier. Donc l'introduction, c'est celle que j'ai écrite après la guerre en Ukraine. Ce livre raconte 20 ans d'expérience de combats européens qui sont des échecs. Sur l'industrie des télécoms et la technologie en général, aujourd'hui, le consommateur français se réjouit d'utiliser une plateforme comme Netflix, mais la totalité de la valeur est aux États-Unis ou en Asie. Voilà. Les terminaux sont manufacturés en Asie et les plateformes sont aux États-Unis. Et c'est le taux qui ferme. Bon. Et donc, les combats qu'on a menés avec d'autres à Bruxelles lors de la directive dite droit d'auteur en 2019 ont été assez exemplaires d'une forme d'aveuglement européen. Ce que je pense, c'est qu'après le Covid et la guerre, les Européens se sont réveillés et désormais, souveraineté n'est plus un gros mot. Donc, je vais en venir directement à notre sujet et là, vous m'autoriserez quand même à chausser ma casquette de nouveau patron du CNED. Moi, je suis ébahi de voir ce que le CNED en 10 ans est devenu en termes de transition numérique, c'est-à-dire aujourd'hui le plus gros acteur français dans les tech, c'est-à-dire un acteur à la fois de solidarité, sur nos 132 000 inscrits en formation, on a 47 000 adultes qui sont en reconversion et qui le font dans une logique de solidarité avec un acteur public, qui est aussi un acteur de la formation distancielle, numérique, mais pas simplement. Ce qui me soucie, moi, c'est la question de la souveraineté par rapport au risque des plateformes. Ce qui s'est passé dans le commerce français quand Amazon est arrivé, c'est qu'au début, on ne voyait pas venir le sujet. Et puis aujourd'hui, aucun commerçant sérieux ne peut penser avoir une stratégie totalement autonome de celle d'Amazon. D'ailleurs, des élus locaux sont ravis d'accueillir des entrepôts Amazon. Qu'est-ce qui va en être pour l'avenir des métiers de la formation? D'autant plus que la rupture technologique, aujourd'hui, c'est un ardent impératif parce que en 2 ans, nos inscrits eux-mêmes ont changé dans leur tête. On va avoir du mal à leur redemander de faire 80 km pour aller se former localement. On a pris des habitudes. Mais comme le disait le président des centres de gestion avec qui nous avons au Salon des maires de France signé une convention avec le CNED, c'est pas à vous, élus, que je vais expliquer que dans les petites communes, la secrétaire de mairie, parce que là, pour le coup, c'est souvent une femme, c'est un peu la mère bis, et que c'est compliqué de la perdre pendant 3 jours pour aller se former dans un centre pourtant excellent, local. Et pourtant, sur la transition écologique, il faut former tout le monde tout de suite. Je prends un deuxième exemple, le BTP. Il y a 1 million de personnes à former tout de suite. Pas les apprentis de dans 10 ans ou les PDG des grandes boîtes de BTP. C'est un secteur dans lequel une partie des gestes techniques que l'artisan demande à son apprenti de répliquer sont les mauvais gestes techniques. Vous avez MaPrimeRénov', mais en fait le bilan carbone de votre pavillon que vous avez rénové avec l'argent du contribuable ne change rien en termes de passoire thermique. On fait comment? C'est très simple. Il faut rapidement mettre en place des dispositifs hybrides distanciels présentiels, ce que nous expérimentons au CNED. Là-dessus, avec des CFA, c'est le modèle, dans lequel il va falloir faire de la réalité virtuelle ou au moins de la réalité augmentée pour pouvoir simuler des gestes techniques. Pourquoi? Parce que dans une bonne partie des secteurs professionnels, on n'aura pas le temps de mettre de côté des milliers ou des dizaines ou des centaines de milliers de collaborateurs pour aller se former pendant des jours ou pendant des semaines. C'est tout le problème des ateliers sur la transition écologique et énergétique. Je vais vous raconter mon expérience de la fresque du climat, que moi j'ai beaucoup appréciée. Mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui, en plus, face à nous, un problème de pénurie des formateurs. Et si la qualité des formateurs à la transition écologique se dégrade, on va avoir en plus un problème de crédibilité. Donc je voulais terminer là-dessus. Moi, je pense que je prends l'exemple pour terminer du CNED, qui est un acteur, je termine juste, de souveraineté aussi, comme d'autres opérateurs qui sont dans la salle.
Il faut qu'on soit sensible à ce qui va se passer dans les 5 prochaines années. Cette révolution qui va aussi être une solution par la technologie, même si elle n'a en rien un caractère miraculeux, il faut que nous la co-construisions avec des dispositifs comme France 2030, avec des dispositifs de vision publique qui n'existaient pas à mon époque. Moi, j'aurais bien aimé à l'époque qu'on ait un SGPI, des PIA et tous ces dispositifs qui nous auraient sans doute fait gagner du temps pour la transition numérique de la France. Il y a une question concernant l'acceptabilité aussi, parce qu'on en parlait avec Jean-Louis Berger, on en parlait aussi. Demander aux gens de se former, je vois M. Gilles qui acquiesce. Cette acceptabilité, elle va aller dans un sens décroissant, proportionnellement inverse à l'exigence de faire le tournant très très vite. Parce que si vous regardez les scénarios de l'ADEME, on voit qu'il y a des chemins du possible, mais enfin, plus on attend, plus il ne va pas être en fait crédible d'expliquer qu'il n'y aura pas en fait des changements tellement profonds dans notre environnement que du coup, dans nos modes de vie, l'acceptabilité des changements imposés sera probablement une impasse politique, puisque Dieu merci, notre but est de rester dans des systèmes démocratiques où on n'impose pas à la population des choses. Je prends juste pour terminer l'exemple de ce que les Chinois ont fait en août 2021, qui est passé à peu près inaperçu. Le gouvernement chinois a fermé le système éducatif du jour au lendemain. Il a fait sortir les EdTech chinoises de la cote et il a sorti une partie des boîtes privées de formation du marché tout court. Est-ce que la Chine est un modèle? Je ne le crois pas. En matière de totalitarisme technologique, ce qu'on a imaginé dans le roman de George Orwell en 1984 est en train de se faire en Chine. La moitié de la population est déjà fichée de manière biométrique avec une IA qui est capable de repérer tout le monde. Donc, cet avenir-là totalitaire de la technologie, je reviens au scénario que Jacques Attali décrit dans son livre, c'est aussi un risque d'acceptabilité pour nos concitoyens. Et donc, il faut que nous soyons capables, pour conclure, d'avancer sur nos deux jambes. Être plus que jamais dans l'humain, dans la proximité, dans la solidarité, c'est-à-dire aussi dans des démarches de service public ou de politique publique, ce que disait Carole Grandjean ce matin sur l'amélioration du CPF, qu'il s'agit bien d'améliorer à travers une régulation un peu renforcée, mais sans casser des dispositifs formidables, et de l'autre, s'appuyer plus que jamais sur une technologie, mais en essayant de regagner en souveraineté pour éviter de dépendre de technologies qui, pour être clair, posent des problèmes pour l'avenir de nos dispositifs de formation et d'éducation. Dans l'université avec Coursera, c'est un bon exemple, certains d'entre vous y sont sans doute familiers. Il y a 10 ans, Coursera, initiative américaine, était une simple plateforme pour que les étudiants puissent trouver les MOOC de leur université. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants vont d'abord sur Coursera, qui crée une espèce de concurrence mondiale entre offres universitaires. Moi, je serais quand même catastrophé s'il se passait dans l'enseignement supérieur ce que j'ai vécu dans les industries culturelles pendant 10 ans, où toutes les grandes plateformes de musique ou de vidéo sont extra-européennes, ce qui pose un problème massif de souveraineté et de création de valeur et d'emploi dans notre continent. Merci à vous, Jean-Noël Tron. Michel Yael, réaction par rapport à ce que viennent de dire Jean-Louis Berger et Jean-Noël Tron, et puis aussi ce que disait Jean-Claude Patz tout à l'heure, on donne aux collaborateurs, aux salariés, qui est aussi un citoyen, la main par rapport à la formation et par rapport à enrichir son bagage de compétences. C'est le CPF, hein? Depuis 2018, la main, il l'a. Le collaborateur, le salarié, le cadre, le travailleur, l'actif, quelle que soit la manière dont vous le désignez. Tout l'enjeu de la loi de 2018, ça paraît loin 2018, hein, on a l'impression que c'est 14-18, mais c'était il y a 4 ans et demi, 5 ans. Tout va vite, hein, ouais, tout va vite. Je vais vous dire ce que j'en pense de cette rapidité. Mais toute l'idée, c'était à la fois de confier des droits, de conférer des droits réels et pas des droits virtuels à chacune et chacun. C'est la raison pour laquelle, comme vous le rappeliez, on a ouvert à ce stade 40 millions de comptes. Alors Dieu merci pour nos amis de Bercy, tout le monde ne se précipite pas pour se former parce que sinon il y aurait des trous dans la caisse. Mais enfin, il y a quand même eu près de 7 millions de formations depuis novembre 2019, ce qui n'est pas tout à fait négligeable. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que l'équilibre qu'on est en train d'essayer de trouver, qui était aussi prévu par la loi, mais qui a mis un peu de temps à se décanter. J'en parlais avec mon voisin de la CEPME, c'est la réapparition ordonnée, j'allais dire, des employeurs et des collectivités territoriales par le biais de ce qu'on appelle les abondements, qui font que sur la base d'un accord, le plus souvent, pas toujours, l'employeur, par exemple, va venir abonder le CPF de son ou de ses salariés
autour d'objectifs partagés. Donc on retrouve une certaine forme de co-construction. On a comme ça 11 000 entreprises qui ont déjà signé avec nous, 7 branches professionnelles, dont les plus grosses, mais aussi des toutes petites, 7 régions, enfin 5 régions, bientôt 7. La région Centre va sans doute être la 8e, si j'ai bien compris. Message est passé. Hein. Voilà, message passé à François et à mon ami Jean-Patrick. Donc tout ça, c'est pas une solution, mais ça solidifie un outil qui, comme les piles Wonder, ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Je vais faire une deuxième remarque sur les enjeux de la compétence. Il y a une étude que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est coproduite par France Stratégie et la DARES, la Direction Statistique du ministère du Travail, qui font un excellent boulot, sur la prospective des métiers et des qualifications en 2030. La presse en a un peu parlé récemment, puisque le dernier millésime n'est pas très vieux. Alors là-dedans, il y a un faux ami involontaire, c'est que ce qui ressort comme étant en emploi les besoins les plus massifs à horizon 2030, ce sont des emplois qui apparaissent en fait peu qualifiés. En particulier, vous savez, tous les métiers de l'accompagnement, en particulier dans du grand âge et des personnes âgées dont on parle aussi beaucoup en ce moment pour d'autres raisons malheureuses. Mais ce qui est contre-intuitif, c'est que évidemment, ces métiers vont devoir être qualifiés et que les attentes sociales, pas de ceux qui vont les exercer, mais de ceux qui vont être les interlocuteurs, les usagers, je pense en particulier aux dites personnes âgées et à leurs familles, vont attendre de plus en plus que ces intervenants soient qualifiés. Donc au fond, on parlait de message d'espoir, c'est un message d'espoir. En première lecture, on se dit, bon, il y aura moins besoin d'ingénieurs, de techniciens, il y aura plus besoin de métiers qui aujourd'hui c'est un peu dévalorisé, mais en réalité non, ces métiers dans quelques années, on peut l'espérer du moins, seront qualifiés et valorisés, à moins qu'ils ne soient valorisés et qualifiés, puisque les deux vont de pair. Ce que je voulais dire aussi, c'est que il faut avoir moi je suis passionné d'histoire et j'essaye toujours de me remettre dans le temps long, ce qui est parfois un peu compliqué, même si on vieillit, en tout cas ce qui me concerne, et ça permet de mesurer le temps long, puisqu'évidemment quand on a 20 ans, le temps long c'est un peu symbolique. Vous savez que les historiens se sont à peu près accordés pour considérer que le 19e siècle était mort en 1914. Les historiens qui leur ont succédé se sont presque accordés, pas tout à fait, selon l'endroit où ils se trouvent dans le monde, pour considérer que le 21e siècle était né le 11 septembre 2001, qu'on a connu tous les deux en d'autres circonstances. Écoutez, si tout le monde ici est d'accord pour considérer les enjeux des compétences à la hauteur de ce qu'ils sont, peut-être qu'on pourra dire dans quelques années que le 21e siècle est né à Cannes, un beau jour, ou un jour un peu gris, mais un beau jour quand même, de 2023. Voilà, merci. Je voudrais réaction de Pierre Courbebesse par rapport à ce que vous faites justement. On voit ces compétences qu'il faut reskiller, il faut former les nouveaux arrivants. Vous avez une démarche 360. Il y a le sujet aussi des formateurs. Hein, oui. Racontez-nous ce que vous faites justement Donc nous, on a une démarche 360 dans le sens où il n'y a pas uniquement la formation, mais il y a la VAE, il y a les connaissances qu'on apprend de manière informelle, non formelle et autres. Hein, il ne faut pas les diminuer non plus comme accès. Il y a tout un pan important dans ces transitions qui est l'accompagnement. Oui, parce qu'il y a vos publics et puis il y a les professionnels de la formation. Donc, Et il y a un dernier aspect, c'est l'évaluation et la certification. C'est-à-dire que les individus réclament de la certification, hein, une lisibilité, et les entreprises et les employeurs demandent de l'évaluation pour savoir à qui ils ont affaire. Donc il y a des enjeux très importants dans le domaine de la certification par rapport à ces transitions. Et on s'aperçoit que sur les transitions, notamment écologiques, le nombre de certifications est relativement faible par rapport aux enjeux. Bon, vous me reprendrez, mais si je me souviens bien, il n'y a que 10 licences professionnelles dans le domaine des transitions écologiques. Vous voyez ? Alors ça, c'est un premier point en ce qui concerne, nous, notre métier. C'est-à-dire qu'il faut voir les choses de manière beaucoup plus... Tout à l'heure, je vous ai parlé du décloisonnement des disciplines et une approche plus globale
plus hybride dans les modalités de formation. Alors je vais vous donner un exemple dans les modalités de formation. On organise un tour de France de la compétence à la fédération, c'est-à-dire que dans chaque région, on rencontre des entreprises qui sont en situation de transition. D'accord ? Par exemple, nous avons une région comme la Normandie où nous avons rencontré les entreprises du secteur de l'électricité et on a mesuré quels étaient leurs besoins. En Bourgogne, nous avons eu un témoignage d'un laboratoire qui travaillait pour la revitalisation des sols dans l'agriculture. Vous allez me dire, mais attendez, tout ça, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de programme de formation et autres. Eh bien, on fait des formations en situation de travail. Vous voyez, la meilleure façon, ce que nous expliquait par exemple en Bourgogne, ces salariés de ce laboratoire qui travaillaient à conseiller les agriculteurs, c'est finalement une formation à FEST elle-même. Dernier point. Quand même, il y a deux aspects qu'il faut qu'on n'oublie pas. L'augmentation du niveau scientifique, on parle souvent de mathématiques, de la population pour pouvoir s'adapter. Et la dernière chose, très importante, c'est les soft skills, c'est-à-dire les compétences transversales. Comportementales et autres, qui, elles, souvent, dans ces domaines de transition, c'est beaucoup de la conduite de projet. C'est des modalités de collaboration et de travail, à la fois dans les entreprises et dans les territoires, nouvelles. Oui, et puis là, il y a le rôle des managers. Je préfère, moi, qu'on parle, et on a quasiment peu dans nos référentiels de formation, de développement des soft skills. Oui. Et on a un enjeu. Et c'est ce que recherchent les entreprises, puisqu'elles veulent donner du sens. Il y a aussi ce grand projet et cette grande initiative de la fédération aussi, réunir les certificateurs et les formateurs aussi, avec un écosystème vertueux. Un écosystème, justement, qui permette d'être en réactivité assez rapide par rapport aux évolutions des besoins, à la fois des entreprises, des territoires et des individus, quoi. Eux-mêmes, sans être dans des projections à moyen terme dont on ne connaît pas tout. En tous les cas, dans le domaine numérique, l'obsolescence, je l'ai dit tout à l'heure, est rapide, mais par contre, le domaine numérique exige quand même des niveaux aujourd'hui pour la transformation écologique, puisque tous les diagnostics, toutes les évaluations, c'est du numérique. C'est du numérique dans les transitions écologiques. Donc les deux sont C'est-à-dire qu'il ne faut pas les opposer non plus. Je me tourne vers vous, Jean-Patrick Gilles. Revenons au territoire. On ne les a pas quittés. Beaucoup de choses sont faites. On s'aperçoit de plus en plus que les entreprises sont confrontées à une problématique nouvelle. Avant, quand il s'agissait d'être attractif, on était dans la sélection quand même. Aujourd'hui, on est plus dans la séduction. Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur le terrain ? Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour faire coller ces compétences qui sont évolutives, qui sont vite obsolètes, aux besoins des entreprises ? Le problème, c'est que les entreprises elles-mêmes ont une difficulté à énoncer leurs vrais besoins. Alors Qu'est-ce qu'on fait dans la région ? Moi, je partage le diagnostic. Il faut aller beaucoup plus vite. Là, faut passer la surmultiplier. Mais c'est pas si facile que ça, parce que je disais tout à l'heure pour la transition numérique, puisqu'on l'a évoqué, on avait créé un visa, ça a marché du feu de Dieu. Quelques années après, on a eu la même idée sur la transition écologique. On a fait un visa éco-citoyen. C'est pareil, ça marche beaucoup moins fort quand même. Parce que dans ces domaines-là, les gens n'ont pas idée de ce qu'ils doivent apprendre finalement, à part les choses très techniques. Donc là, il faut qu'on invente collectivement. C'est ça, si on veut être
Il faut qu'on invente quelque chose de nouveau dans l'approche parce que, ou alors l'autre solution, c'est on force les gens à se former, mais à mon avis, ça marche pas. Hein. Donc ça ne marche pas ce truc-là. On se forme pour résoudre un problème. Alors je pense qu'on arrive, on le voit bien. On aurait eu la même discussion il y a 5 ans encore. Il y aurait eu des gens déjà dans la salle qui diraient non, mais vous exagérez, ça va pas. Bon là, il y a une sorte d'accord sur le diagnostic. Donc la question maintenant, c'est celle du rythme. Comment on accélère ce rythme-là? Alors intéressant, parce que c'est cette question d'utilité et j'allais dire presque de retour sur investissement. On sait que pour les technologies et le numérique, le retour sur investissement, ça va être je vais pouvoir faire mes cours, je vais pouvoir apprendre, je vais pouvoir me faciliter la vie. Pour le reste? Pour le reste, il y a une prise de conscience collective, mais elle n'est pas encore là. Et puis, l'appareil de formation non plus n'est pas encore tout à fait prêt. On le disait en termes de... Enfin, presque, Pierre, mais il y a peu de diplômes, tu l'as dit toi-même, etc. Alors nous, on a mis en place un dispositif, on a profité du pic puisqu'on pouvait innover, on a pris toute une partie sur l'innovation pour faire un travail qu'on appelle transformation, en s'adressant là aux organismes de formation, en disant faut bouger sur le numérique, faut bouger sur le digital, mais faut bouger sur la transition écologique. Et là, ils se sont inscrits au-delà de nos espérances. Hein. C'est-à-dire, on fait un pari sur 3 ans de les accompagner pour aller beaucoup plus vite. Et puis sur les territoires, on a une politique de tiers-lieu, d'ailleurs qui a été reprise au niveau national et qu'on est en train nous-mêmes de bouger parce que l'idée c'était de créer sur chaque bassin d'emploi un lieu en s'appuyant sur un consortium d'organismes de formation et puis en impliquant, en demandant aussi aux collectivités locales de s'investir, de créer une nouvelle dynamique de formation sur le territoire et on a bien l'idée d'y mettre une dimension de transition écologique importante. Et ça décolle, mais on a vu aussi, et on est en train d'accélérer notre processus, parce qu'on a vu qu'à l'inverse, on avait des tiers-lieux justement autour de la transition écologique, etc., qui eux disaient étaient prêts à bouger, mais qui n'avaient peut-être pas la dimension formation, et on va les aider à pouvoir acquérir ou apporter là aussi une dimension formation plus importante, parce que là on a des gens qui savent faire, qui savent convaincre, qui savent expliquer, et puis ils vont démultiplier. Mais je crois que c'est le sujet là. Le sujet qu'on a à voir, c'est comment on accélère très très fortement cette logique. C'est pareil dans l'agriculture, c'est pareil dans tout ce qui est la question de l'habitation. Hein. Je pense que les gens savent tous, mais comment on fait? Alors on monte aussi des plateformes pour que vous n'ayez pas à aller chercher des artisans dans tous les coins en disant mais comment je vais construire tout ça? On essaie d'apporter des réponses plus clé en main, plus facile, mais voilà. Et puis moi je rejoins tout à fait, mais je pense qu'on en parlera demain, ce que dit Pierre Courbebesse, c'est-à-dire, il n'a pas prononcé le nom, mais c'est cette histoire d'hybridation, c'est-à-dire il faut mixer toutes les formes de formation, d'apport ou d'apprentissage pour aller, là aussi c'est une méthode d'accélérer. On a bien vu avec le Covid, il y a quand même qu'on s'est tous mis, moi le premier, en quelques jours finalement un travail distanciel, les visios, etc. Alors que tout ça avançait du sang. Donc on voit bien que face à la nécessité, on est capable de faire cette accélération, même si il faut que la puissance publique mette des éléments en place et puis structure un petit peu les choses. Et puis il faut être en dialogue avec tout le monde. On peut faire des erreurs aussi dans cette structuration. On a le droit de tâtonner, mais il ne faut pas trop perdre de temps. Pas trop perdre de temps, voilà, mais l'enjeu vaut la chandelle. Je me tourne vers vous, Éric Chauvet. C'est des transitions, ce sont des mobilités aussi, des mobilités de branches, d'une branche vers l'autre, mobilité géographique, territoriale, puissance publique, disait Jean-Patrick à l'instant, le regard de la CPME. Alors, oui, les transitions, d'abord, elles ont lieu dans les territoires. C'est pas des transitions hors sol, c'est pas dans des bureaux parisiens que ça se passe, mais ça se passe en réalité dans les territoires. Donc c'est pour ça que l'approche territoriale est réellement importante, parce que il y a une réalité aussi en France, qui est un peu spécifique à notre pays d'ailleurs. On aime bien notre région et on y reste, on y travaille, on reste dans notre bassin d'emploi. On a les racines. C'est ça. Et on est assez figé. En dehors des cadres, sur lesquels effectivement le marché est national, le reste, la transition se fait localement. Ouais. Et donc on a cette difficulté-là d'imaginer que les transitions de métier à l'intérieur de l'entreprise, ça peut être géré par la branche dès lors qu'il y a un conseil qui arrive jusque dans la TPE, PME, ce qui n'est pas évident aujourd'hui. Donc il faudra, de mon point de vue, retravailler sur les outils
Je pense que nous ne sommes pas au bout d'une réflexion sur les outils. Simplification des outils, la ministre en parlait tout à l'heure, je crois que c'est un axe important. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas? Et oui, mais j'espère qu'on y arrivera. Et au-delà de cette simplification sur les outils, il faut qu'on arrive dans les territoires aussi à pouvoir faire de la transition entre des branches qui recrutent et des branches qui laissent des salariés. Ça, c'est encore plus compliqué à faire, d'autant que une entreprise qui perd du marché, qui a besoin de moins de salariés, on ne voit pas pourquoi elle financerait en fait la formation. Celle qui accueille, elle l'a pas encore. Donc il y a tout ce problème des transitions qu'on a essayé de traiter avec les transitions collectives, mais sur lesquelles on a du mal effectivement à avoir de la performance. Là encore, il faut qu'on retravaille sur les outils. Pour tout ça, on a besoin de deux choses. D'une part, on a besoin de temps dans les entreprises. Or, dans les PME, TPE, dès qu'un salarié est absent, c'est une vraie difficulté. On n'est pas staffé. Et surtout, effectivement, on a besoin de conseils et d'argent pour le financer. Et le conseil, aujourd'hui, on l'a un peu perdu dans la réforme de 2018 parce qu'on n'a pas... Alors, on a encore, effectivement, des OPCO qui viennent nous voir dans les moins de 50 pour du plan de développement des compétences. Michel qui fait l'amour. Mais dans les 50-300, on a aujourd'hui perdu ce conseil. C'est pas tellement, en fait, le financement de la formation elle-même qui, elle, est... Aujourd'hui, vous n'avez pas un chef d'entreprise dans une entreprise normalement constituée d'un certain nombre de salariés qui ne sait pas qu'il faut investir sur la formation. C'est évident. C'est peut-être moins dans les toutes petites, mais dans les entreprises moyennes, c'est évident. En revanche, la multiplicité des dispositifs, la multiplicité des sources de financement, le fait que quand l'entreprise est encore petite, il n'y a pas de service des RH, il n'y a pas d'approche sur ces questions-là. Il manque un étage de conseil qui va à venir. Il faut absolument avoir une ingénierie de la formation dans l'entreprise. Et ça manque vraiment aujourd'hui. Je reviens sur le temps. Pendant les transitions, la vente continue. C'est-à-dire que le temps s'accélère. Les affaires continuent. Et on est dans une situation assez paradoxale d'ailleurs, où les carnets de commandes sont encore relativement pleins. Donc on ne peut pas libérer facilement les salariés. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est très tendu. C'est très compliqué, alors qu'on a effectivement des transitions à faire et peut-être certainement former nos salariés à ces transitions. On ne peut pas facilement les libérer parce que les carnets de commandes sont pleins, qu'on ne trouve pas sur le marché du travail, qu'on ne trouve pas les compétences dont on a besoin. On a bien compris d'ailleurs aujourd'hui qu'on ne trouverait pas. Ça c'est clair que on sait très bien qu'il faudra former dans l'entreprise pour l'adaptation au poste de travail. Ça aussi, je crois qu'il faut aussi qu'on mette aujourd'hui de l'argent mutualisé sur ce point-là dans les TPE-PME parce que aujourd'hui on ne trouve pas sur le marché évidemment la compétence qui correspond à l'entreprise. Donc il faut le savoir-être qu'on a évoqué à la précédente table ronde là et effectivement ces soft skills qu'on évoque là et derrière il y a une adaptation au poste de travail sur lequel il faut aussi de notre point de vue orienter les outils. Pierre Courbebès va réagir mais dernière question Éric Chevet, ces transitions là, il y a aussi l'idée de qui va former. On apprécie, vous comme moi, ce qui se passe vous êtes au courant, entre Monoprix et Korian, où des hôtesses de caisse vont devenir des accompagnants dans les EHPAD. Qui va former là? Ouais, ça c'est quand même des trucs de grande entreprise quand même, de pouvoir. Oui, mais vous avez une vision. Dans les PME, ça va pas être simple. Mais oui, la question effectivement, qui forme? Comment on mutualise ça? On est dans une société qui se complexifie de plus en plus. Moi, je rêve de revenir en 1971 avec une loi sur la formation professionnelle assez simple, une partie pour le salarié, une partie pour l'entreprise. Bon, c'était assez simple. Maintenant, c'est compliqué. Vous avez à la fois des transitions professionnelles, des CPF, etc. Uniquement pour le côté salarié. Est-ce qu'on est très efficace dans l'ensemble de ces politiques? Nous, à la CPME, on pose la question. Donc l'évaluation des dispositifs, à notre avis, est un préalable absolument indispensable. C'est vrai qu'on est maintenant 4 ans après la loi Avenir professionnel, donc on peut commencer à poser des évaluations qui sont solides. C'est ce qu'on propose d'ailleurs entre partenaires sociaux dans le cadre de l'ACNI, l'accord sur ces sujets. Et donc, est-ce qu'on est très efficace? Je pense que nous avons des marges de progression, d'autant que, on a aussi un problème de financement qui est criant, même si France Compétences arrivera bien à tenir la route. Pierre Courbebès, vous vouliez réagir, Pierre? Non, je voudrais compléter, revenir sur les propos de Michel. Et Michel, après, réagira. Sur la question, il va rester des métiers de service
finalement, qui seront très peu impactés. Je pense qu'en grande partie, c'est pas vrai. Vous prenez par exemple le secteur de l'hôtellerie-restauration, l'enjeu des recyclages et de l'économie circulaire est énorme. Il est énorme. Il est extrêmement complexe, relève de formation comportementale et non technique, véritablement de soft skills. Je vais prendre un autre exemple. Dans le domaine des services à la personne, face aux besoins que nous allons avoir, la domotique va s'imposer. Voire les robots vont s'imposer. Vous parliez de l'exemple de la Chine. La Chine, par exemple, met en place des processus de domotique pour traiter les problèmes de la dépendance elle-même. Donc, il faut être extrêmement vigilant, c'est-à-dire qu'à la fois ça touche l'ensemble des métiers, plus ou moins à des degrés divers, mais il faudra avoir des assistantes de vie qui sont capables de traiter un certain nombre d'opérations numériques, comme il nous faut et comme on manque d'ingénieurs. Voilà, je voulais faire cette petite remarque sur les transitions, à la fois numériques avec les services à la personne, et à la fois, par exemple, sur la restauration, sur la question environnementale et économie circulaire. Michel Yael. Oui, j'ai dû me faire mal comprendre parce que j'ai dit la même chose que vous. Je disais que ce qui était contre-intuitif, c'est de se dire aujourd'hui qu'on avait 400 000 emplois à pourvoir dans cette filière de proximité, de l'action sociale, etc. et d'en déduire aujourd'hui que ce seraient des emplois non qualifiés. Ils sont aujourd'hui peu qualifiés. Ils seront à horizon de 2030, ce qui est dans pas très très longtemps, beaucoup plus qualifiés. Et donc, il faut se méfier des faux amis. Mais j'ai fait une phrase sans doute. Les doubles négations finissent rarement par faire des affirmations, mais on est d'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais beaucoup de choses, Michel. Directeur des politiques sociales, des retraites. Ah, vous voulez parler des retraites? Transition et retraite. Alors, on va faire comme au Club Med. Qui est pour, qui est contre et qui s'en fout. Donc. Non, mais on a vu, non, Michel, plus sérieusement, l'idée c'est d'éviter la casse. Non, mais il y a un effet mécanique dans le recul de l'âge légal de la retraite. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou pas bien. Voilà. Après, vous le retrouvez à la sortie. Et cet effet mécanique, on l'a expérimenté en 2010, puisque vous vous souvenez qu'en 2010, le législateur, sous l'influence du pouvoir public déjà, a reculé l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit le fait que les gens sont restés plus longtemps à bosser et que donc le taux d'emploi des seniors, tout en restant un des plus faibles de l'OCDE, a doublé depuis 2010. Donc ça, c'est typique du débat français mal fichu, puisqu'on ne pose pas les termes de ce débat et de la discussion sur des bases solides. Vous pouvez à la fois dire que si vous retardez le départ en retraite des gens, vous allez leur poser tout un tas de problèmes, en particulier d'acquisition des compétences, de maintien dans l'emploi et pour certains de pénibilité physique ou psychologique, et qu'en même temps, à partir du moment où les gens vont rester 2 ans de plus, comme dirait M. de la Palisse, c'est qu'ils vont être plus nombreux à bosser et que donc le taux d'emploi des seniors après lequel nous courons depuis des années, qui est donc, je le rappelle, passé de 26% à 56-57% en l'espace de quelques années de 10 ans, va encore progresser. Bon, la vérité, c'est les deux à la fois. C'est que s'il ne se passe rien, les gens vont rester plus longtemps au travail, mais que s'il n'y a pas de la prévention, de l'accompagnement, de l'acquisition de nouvelles compétences et ce qu'on appelle le management pour essayer de décrire quelque chose d'impalpable, qui est le soin qu'on doit tous, comme employeurs publics ou privés, accorder à ses collaborateurs, quel que soit leur sexe et leur âge, ça va mal se passer. Voilà. Et indépendamment de la problématique des retraites, des équilibres macroéconomiques, dont je ne suis pas sûr que ce soit l'objet de la discussion aujourd'hui, mais vous savez, on aime bien en France faire des silos étanches entre les différentes disciplines. Alors je cite toujours le même exemple parce que celui-là il parle à tout le monde, la santé au travail. La santé au travail, ça relève ni du ministère de la Santé, ni du ministère du Travail, ça relève des deux, et comme ces maisons-là se parlent peu, c'est un peu le foutoir. Voilà. Donc j'espère que la formation échappera
à ce triste D'accord, présage. Jean en est l'exemple, hein, puisqu'elle est à cheval sur les deux. Alors, ce que je vous propose, et vous allez être rigoureux comme jamais, en 30 secondes, je vous rappelle la thématique de cette très riche table ronde, c'était compétences d'avenir, contraintes et opportunités des transitions. Les points à retenir en 30 secondes, on va commencer avec vous Jean-Noël, et peut-être allez-vous aborder ce que vous faites au CNED avec cette plateforme. 30 secondes, hein. Micro. Je suis un peu ambitieux sur ma portée de voix. Non, on va participer à l'effort collectif en tant qu'acteur public de service public, avec un comité scientifique de meilleur niveau, avec des auteurs du GIEC, pour mettre à la disposition de tous les Français d'ici l'été une plateforme de pédagogie, avec une maille pédagogique sur une dizaine d'heures. Donc c'est vraiment un travail d'appropriation et de formation, et pas simplement de sensibilisation, y compris avec le chemin des possibles, pour répondre à l'éco-anxiété. Pas simplement expliquer que la situation est grave, mais expliquer qu'on peut chacun agir. Et je prends cet exemple parce que, comme je le disais, le CNED étant un acteur clé de la formation professionnelle, avec 47 000 adultes en reconversion chez nous, cette hybridation de nos modèles distanciels présentiels, elle veut dire aussi une hybridation de nos modèles en termes de mailles formatives, ne faisant pas du diplôme sur des formations de plusieurs années l'alpha et l'oméga, même si ça va rester déterminant. Ça, c'est un des chemins qu'il faut qu'on construise entre acteurs de la formation professionnelle. Merci. Jean-Patrick Gilles. En résumé, moi je dirais il faut continuer l'effort, comme on dit, de pédagogie collective pour convaincre de la nécessité du problème et que les gens rentrent dans une dynamique de formation. Ça vous surprendra pas, je dirais qu'on a un bel outil aussi, au-delà de tout ce qui existe, qui s'appelle le CPF, pour justement que les gens deviennent acteurs, dire vous formez-vous, puis vous allez être meilleurs, vous allez être acteurs de ça. Et puisqu'on a commencé les polémiques, et donc il faut peut-être pas commencer par y mettre un ticket modérateur si on veut que les gens y fassent ça. Voilà. Pierre Courbavès. Oui, moi je voulais parler des acteurs de la compétence et ce que nous faisons, parce que c'est bien gentil. 30 secondes, hein, Pierre. Oui, en 30 secondes. C'est bien gentil, on parle beaucoup de la transition, mais c'est à nous aussi de l'assumer en tant qu'entreprise de formation ou association de formation, puisqu'on regroupe les différents statuts. Alors nous le faisons au niveau d'une démarche RSE, que nous sommes en train de renouveler. Nous avons généralisé dans nos organismes un bilan carbone lui-même, donc pour être exemplaire à ce niveau-là et mesurer nos impacts. C'est aussi une façon de faire prendre conscience à nos équipes des enjeux de la transition écologique. Balayons devant notre porte pour mieux apprendre aux autres les bons gestes. Éric Chevet. Je pense qu'il faut qu'on arrive à ce que les PME soient bien servies sur le sujet de la formation professionnelle. Et c'est pas facile. Aujourd'hui, il faut quand même avoir conscience que, en matière de formation professionnelle, il y a deux grandes inégalités. La première, c'est entre les grandes entreprises et les petites entreprises, avec des taux d'accès qui sont du simple au double, voire même plus. Et puis la deuxième, c'est entre les catégories, entre les cadres et puis les salariés et ouvriers employés, où il y a des taux d'accès effectivement qui sont très différents. Et donc, nous, on a besoin, dans les TPE-PME, on a besoin de la mutualisation pour pouvoir essayer de lutter contre cette inégalité. Sans la mutualisation, on n'y arrivera pas. C'est clair, on ne pourra pas faire le même accès que dans la grande entreprise. Donc ça, c'est très important pour nous. Moi, je pense qu'il faut réévaluer complètement la loi de 2018. Le seul truc qui marche vraiment bien, c'est l'apprentissage. Et encore, ça coûte cher. Mais bon, voilà. Mais pour tous les autres systèmes, je crois qu'il faut rien s'interdire sur le sujet. On a mis un certain nombre de propositions sur la table. Il faut pas hésiter aujourd'hui. Je pense que le CPF a besoin d'être réévalué, y compris peut-être avec un ticket modérateur. Je suis désolé, Jean-Patrick, mais voilà. Je pense qu'il y a une vraie nécessité de reposer l'évaluation de l'ensemble des dispositifs qu'on a aujourd'hui. Michel Yael. Vous savez, moi j'ai commencé ma carrière dans la sécurité sociale, donc quand on parle de ticket modérateur, ça me rappelle l'assurance maladie. Et les plus anciens se rappellent sans doute, je prends sur mes 30 secondes, c'est un rappel historique, en 1980,
à l'appel de quelqu'un que j'ai bien connu pour avoir été son directeur de cabinet, René Telade, alors président de la Mutualité française, le président Giscard d'Estaing avait reçu 3 millions de cartes postales dans la cour de l'Élysée. Ça avait mis un certain émoi, qui tout était hostile au ticket modérateur. Donc c'est la raison pour laquelle, si jamais ticket modérateur il y avait, il faudrait au moins l'appeler autrement. Voilà. Il faut nommer les choses. Sinon, dans mes 30 secondes, je dirais simplement que nous essayons de faire notre boulot, ce qui est parfois pas simple, et finalement on y arrive de temps en temps, autour de 2 critères que sont la qualité, l'équité et la sécurité. Alors la qualité, c'est la qualité des formations, on ne le fait pas tout seul, et je pense que grâce aux efforts des uns et des autres, on a d'une certaine manière amélioré la pertinence des formations qui sont dispensées via le CPF, et qu'on pourra éclairer dans quelques temps avec l'enquête que la DARES publiera bientôt et qui, je pense, débouchera sur des constats. Je ne les délivre pas parce que je ne les connais pas, mais mon petit doigt me dit que ça va être plutôt positif. Bref, à quoi tout ça sert, hein? Équité. Équité, le portrait robot, un peu rapidement brossé, vous m'excuserez, de la personne qui se formait, disons il y a 10 ans, comme ça on ne vexera personne, c'était plutôt un homme, c'était plutôt un cadre et c'était plutôt quelqu'un de jeune. Qualifiés. Voilà. Aujourd'hui, 50% de femmes, 2/3 de personnes qui ne sont pas des cadres, qui sont des employés et des ouvriers, et plus de 15% de personnes de plus de 55 ans. C'est ce que j'appelle l'équité. Bon, la sécurité, c'est qu'effectivement, comme tout succès, on attrape quelques virus. Celui-là, ça s'appelait la fraude. On a tous les uns et les autres, et je vous remercie, c'est l'occasion de vous remercier, même si tous les acteurs de la lutte contre la fraude ne sont pas ici, je pense, réussi à peu près éradiquer cette saleté, parce que ça nous a bien pris le chou, hein, on peut le dire comme ça. Mais cette sécurité, elle est indispensable parce que qui sont les premières victimes des atteintes à la sécurité des transactions numériques et des fraudes, ce sont les plus modestes. Voilà. Donc, si nous réussissons à franchir un cap sur chacun de ces 3 volets-là, je pense qu'on aura collectivement pas tout à fait perdu notre temps. Jean-Louis Berger, on termine avec vous, en 30 secondes. Quel message vous adresseriez ? De contrainte et d'opportunité. La contrainte entraîne en général beaucoup d'inventivité. Et moi, je terminerai sur, on a parlé de la restauration, du témoignage d'un cuisinier, enfin du responsable cuisine d'un grand lycée à Bordeaux qui venait témoigner d'un travail sur le gaspillage alimentaire et qui disait, il a évidemment parlé de l'opération, et à la fin il dit, mais j'ai redécouvert mon métier parce qu'il faut que chaque jour, je me creuse la tête pour effectivement à la fois limiter le gaspillage, faire en sorte que finalement les enfants mangent mieux, retravailler les restes pour faire des hors-d'œuvre, etc. Enfin, voilà. Et donc il redécouvrait son métier après plusieurs années un peu à ouvrir des boîtes et des surgelés. Bon, on a dévoré vos propos, on peut les applaudir tous les 6. Je peux vous dire qu'ils ont bossé, hein. Là, c'était la partie émergée de l'iceberg, il y avait la partie immergée aussi. Applaudissez-les, ils vous rejoignent. Merci à vous 6, merci infiniment. Et merci à vous de l'attention que vous avez prêtée à cette table ronde